le livre ici, c'est Encyclopédie de la magie. Ça parle de magie blanche, magie rouge, magie des Caraïbes, magie de nos campagnes, magie noire, etc. C'est de la maison d'édition de Vecchi. Et il y a une série d'auteurs infinis, on va le dire comme ça, qui s'est quand même qui a travaillé sur cet ouvrage-là. Ma version, Encyclopédie de la magie, la version du livre que j'ai date de 2009. C'est quand même assez vieux. Je ne l'ai pas acheté en 2009, mais c'est la version que j'ai achetée il y a quand même quelques années, je dirais. On a le sommaire ici, on voit qu'on parle un peu plus de tout. On parle des origines, auteurs, personnages, thèmes, remèdes, recettes et potions magiques. Si ça vous intéresse, restez un peu plus longtemps avec nous. Le lexique et l'index. Donc au début, c'est sûr que là, on a l'introduction. L'introduction, c'est aussi simple de qu'est-ce que la magie, où est-ce que ça devient, etc. Et ici, la magie d'après l'encyclopédie catholique. Je ne le lirai pas, mais j'ai une bonne idée de ce qu'ils en disent. Donc, la section sur sur l'histoire de la magie, on parle aux origines de la magie. Donc, on va littéralement à la racine. Où est-ce que ça devient? Où est-ce que ça a débuté? La magie et la sorcellerie dans le monde antique, c'est-à-dire en Grèce, c'est-à-dire l'Égypte et tout. La magie égyptienne, parce que oui, ça existe. J'ai déjà été dans un musée qui parlait en fait de l'égyptologie et j'ai trouvé, je pense qu'il y avait 1 ou 2 grimoires qui parlaient de recettes de magie de l'Égypte ancienne. C'était assez dégoûtant, je dois le dire. Tous les ingrédients, les recettes, quoi faire avec et tout, je suis bien contente que nos recettes de magie ne ressemblent pas du tout à ça aujourd'hui. Religion et magie, les prêtres, les initiés, le peuple. Les dieux et les mythes. La magie dans la vie égyptienne, théurgie et magie naturelle. La théurgie, c'est la magie qui se sert des dieux, des espèces d'entités qui sont au-delà. C'est comme l'inverse de la Goétie, l'inverse de tout ce qui est travail avec les démons. C'est pour ça que je dis au-delà. La magie opérante, conseil pratique. Et là, on parle toujours au niveau de l'histoire. Hein. La magie à l'époque de Charlemagne. Ah, j'ai décidé de s'en aller. Les couleurs de la magie. On entend beaucoup parler des couleurs de la magie. Là-dedans, on a un peu l'idée générale de ce qu'on associe avec les couleurs, mais en réalité, c'est pas parce qu'on fait un rituel qui est écrit magie blanche que c'est de la magie blanche. C'est plus une idée en arrière de ce qu'on veut faire. Je vais tout simplement dire qu'on ne peut pas faire un rituel de vengeance en magie blanche. Ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, on n'appelle pas ça de la magie blanche. Magie rouge ou magie amoureuse. Et là, je mets un bémol là-dessus parce qu'il y a différentes définitions de magie rouge. Il y en a qui l'appellent la magie rouge, la magie du sang, tandis que c'est la magie rose, la magie amoureuse. Et il y en a qui disent que la magie rouge, c'est la magie amoureuse. Donc, c'est comme... Les auteurs se contredisent beaucoup sur ce point-là. Et voilà, ça c'était la section plus historique. Et là, on va tomber dans la section qui parle des auteurs, des personnages. Puis pourquoi personnages? Parce qu'on va probablement avoir un peu plus loin. Il y a des auteurs qui n'ont pas existé pour de vrai. C'est pour ça qu'on dit personnages. Donc, c'est vraiment ici une espèce de dictionnaire
avec tout le nom des auteurs et un bref descriptif. Comme par exemple Agrippa, que disons que c'est assez court. Hein? Ça dit que c'est un médecin 1486 à 1535, alchimiste, kabbaliste. Il fut emprisonné pour avoir accompli des actes magiques. C'est assez court comme biographie, un peu. Tandis que Albert le Grand, lui, il y en a quand même beaucoup plus à être décrit. Donc, on a Apulée, il y a Bacon, qui est un moine. Belzébuth, que lui, c'est une divinité. C'est un prince des démons dans le Nouveau Testament, mais ça dit que c'est une divinité philistine. Puis là, ça, là-dessus, je peux pas répondre aux questions. Je le sais pas. Faudrait que je sors mes autres livres pour voir un peu. Donc, Boguet, Caïn, là, on rentre encore vraiment des personnages. Cham, Circé, encore là, c'est plus un personnage à rendre plus dans les mythologies. Il y a des divinités féminines égyptiennes qui sont toutes ici. Le côté masculin des divinités égyptiennes. Et là, on a de la visite. Bonjour, Mouchou. Voilà. Par la suite, bon, Égérie, c'est une déesse. Hermès Trismégiste, lui aussi, c'est un personnage. On a tendance à penser que c'est un auteur, mais il n'a pas vraiment existé, en gros. C'est une espèce d'ensemble d'auteurs où les Égyptiens l'appelaient le dieu Thoth, qui aurait fait des rédactions, probablement via des prêtres, et les Grecs ont repris ça, ils ont mis ça un peu à leur sauce, et ils l'ont renommé. Voilà. Bon, Lilith, qui est aussi un personnage, Lucifer, qui en fait, ça dit ici, c'est on dit que ça désigne le diable, mais en réalité, son nom veut dire porteur de lumière. Donc, il y a plein de noms en fait, c'est plus des noms de personnages que d'auteurs. Il n'y a pas beaucoup de noms d'auteurs, je trouve. Zoroastre, qui en a quand même beaucoup. Voilà. Et là, on tombe dans les thèmes. Parce que le livre, il est quand même assez épais et on a vu 2 sections et c'était pas grand-chose. Donc là, on tombe dans la partie des thèmes avec les différents types de pratiques, les différents types de, tu sais, comme divination, les accessoires et tout. Donc, les accessoires, où est-ce qu'on les nomme, puis on donne aussi des comment ça fonctionne un peu. Parce que il y a tu sais, comme il y a l'espèce de l'eau lustrale. Ah, c'est spécial. Il y a différents types d'eau en magie, mais l'eau lustrale, c'est pas quelque chose que j'avais entendu parler. Pour confectionner l'eau lustrale, versez de l'eau de source dans une coupe ou de la rosée recueillie au petit matin, y jeter quelques grains de gros sel et y plonger en se protégeant les doigts un morceau de charbon incandescent. Cette opération est à faire 3 jours après la nouvelle lune. L'eau lustrale ne peut être gardée plus de 28 jours, temps d'une lunaison. Laissez s'évaporer ce qui reste dans la coupe. Pour les aspersions d'eau lustrale, utilisez une branche de laurier. Ah, je viens d'apprendre quelque chose moi aussi. Donc, il parle de conjurer les mauvais sorts avec les cornes du diable. Il y a bon, ça parle de filtres amoureux, d'encens, d'encre, papier et parchemin, les recettes et les rituels qui sont proposés par la suite. C'est-à-dire qu'ils sont sans danger, mais tant qu'à moi, il y a toujours un risque à faire quelque chose. Là, on commence sur la section de l'alchimie. Fait qu'on a les origines de l'alchimie. Qu'est-ce que c'est? En gros, où est-ce que ça devient?
la définition de l'or pour les alchimistes. Le mercure. La sorcellerie contre l'alchimie. Parce que l'alchimie, il se disait qu'il était comme un petit peu plus élevé face à la pratique de la sorcellerie. Il y a eu des tensions, mais il y a pas eu de guerre. Amulette et talisman. Les plantes comme talisman pour attirer l'amour, ça se fait. Et on a une liste de tous les types de plantes qu'on peut faire. Souvent, ça dit qu'on peut on peut le garder, on peut le mettre dans nos poches, on peut le mettre dans notre portefeuille. Il y a plein de façons. Pardon, il y a plein de façons de garder des herbes, des plantes, puis à absorber leur pouvoir magique, je vais dire ça comme ça. Le blé, il y a différents types. Cerise, chêne, cyprès, des feuilles, des figues, etc. Il y en a quand même quelques-unes. Et voilà. Les plantes comme talisman individuel de protection. Et là, ici, il parle de comment savoir quel est notre arbre. On peut déterminer quel est notre arbre selon notre période de naissance. Tout est mentionné ici. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Un instant, s'il vous plaît. Donc, selon la période qu'on est né, ben, on a chacun une plante plus un arbre qui nous est associé. Salut, Valormime! Comment ça va? Contente que tu te joignes à moi ce soir. Donc, toi, est-ce que tu voudrais savoir c'est quoi l'arbre qui t'est associé? Et plus, ça dit ici que c'est dans l'astrologie druidique. En gros, ça nous permet de nous protéger quand on le garde dans notre poche ou notre sac à main. Ou si on manque d'assurance. Par exemple, bon, j'ai le boulot qui est du 25 mai au 3 juin. OK, tout est mélangé. Si je veux trouver le restant du mois de juin, c'est un peu plus difficile. 14 au 24 juin, l'olivier. 4 au 13 juin, le peuplier. 25 juin au 4 juillet, le pin. Est-ce que tu vois un peu c'est quoi ta date de naissance? Ben la date, juste le jour et le mois. L'année, on aime ça s'imaginer qu'on est encore jeune. Je ne la demanderai pas celle-là. Bon, je vais me le garder de côté en attendant qu'elle me réponde. Tout est écrit ici en pas mal plus simple en plus. Donc, le 26 mars, 21 au 31 mars, c'est le chêne. C'est ton arbre tutélaire. Je m'excuse. Ton arbre tutélaire. Donc, on peut renforcer le pouvoir de protection de son talisman en ajoutant une incrustation du bois de son jour de naissance. Fait que si c'est un dimanche, c'est le bouleau, un lundi, le saule, un mardi, le houxe, mercredi, noisetier et ou frêne, jeudi, le chêne, vendredi, pommier, samedi, l'aulne. Et voilà, c'est comme une espèce de talisman pour protéger. On peut parler à son arbre. Et s'il vous répond, si vous entendez une réponse quand même assez claire, c'est bien de toujours douter de soi un peu. Les pierres comme talisman pour vaincre la timidité en amour. On en a quelques-unes avec un peu de détails pour savoir avoir un peu plus de détails, bref. Voilà, les amulettes.
la confection d'un talisman, comment le fabriquer. Quoiqu'ici, c'est quand même assez grosso modo. Il y a des livres qui sont plus spécialisés sur la fabrication d'amulettes et talismans. OK, là, on parle de symboles. En fait, les signes sur les amulettes. Ça continue. Calendrier lunaire. Le calendrier planétaire. Voilà. Donc, on a une définition de chaman, de chasse aux sorcières. Et ça, c'est quand même assez long parce que ça a quand même été assez quelque chose rendu là. La divination, c'est quoi? Si vous avez regardé les... je pense, c'est là 2 semaines, j'avais parlé de livres de divination. Mais ici, on a quand même une bonne... je veux dire, un bon sommaire de ce que c'est. Les animaux et la dimension magico-divinatoire, en gros, c'est l'espèce de comment interpréter les mouvements des oiseaux, les vols animaux ou le symbole en tant que tel animal. Des boutiminous. Les types de divination, il y en a vraiment beaucoup. Les oiseaux et la divination, ça, on voit beaucoup ça dans les films, par exemple, ou dans les contes, où est-ce que le sorcier, par vol d'oiseau... Ah, je me demandais ce que c'était. Mon chat gratte le mur. Par vol d'oiseau qui pouvait essayer de prédire comment que la bataille allait tourner, si on allait gagner la bataille. Donc, il parle des différents types d'oiseaux, la magie Wicca et la divination. C'est drôle à dire, la magie Wicca. On dit souvent la Wicca et pas la magie Wicca. Parce que c'est comme redondant. C'est comme dire monter en haut. Donc, il parle de la divination dans la Wicca. Ils se servent de runes, entre autres. Mais pas simplement dans la Wicca, dans les autres types de pratiques aussi. Les druides. Les druides. Les ovates, qui est en gros des devins. Les bardes. Les bardes, malgré qu'aujourd'hui, les bardes puis les chanteurs aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. Les bardes étaient, c'est eux par leur chant amenaient les nouvelles d'un village à l'autre en chantant. C'est là qu'on apprenait ce qui se passait ailleurs. Aujourd'hui, on sait plus ce qui se passe dans leur tête, mais les bardes étaient quand même très importants à l'époque. Les druidesses prophétesses, les triades. Le néo-druidisme, qui est l'espèce de renouveau du mouvement druidisme. Magicien, magie des animaux. Et là, on est encore dans les animaux. Quelques animaux comme talisman, si on veut le dessiner sur un bout de papier, si on veut le graver sur un bout de bois, ou acheter littéralement une espèce d'amulette en forme d'animaux. J'en ai un en forme d'abeille. J'en ai un ici en forme d'abeille. Ah, ça va peut-être aller mieux si je fais ça comme ça. Voilà. Je me demande si par curiosité, on a... et même pas là en plus, l'abeille. Voilà. Quoique c'est pas vraiment un animal, c'est plus un insecte. Mais quoique le scarabée est là. En tout cas, d'habitude, l'abeille, c'est très, très, très bon signe. Magie funéraire. En gros, il parle du livre des morts des Égyptiens. Et tout le concept autour de là, parce que, disons que la mort est un mystère. Et les sorciers ont toujours voulu essayer d'expliquer ça, ce qu'était la mort, les contacts avec les morts. Magie et médecine, évidemment. Et là, il parle un peu, peu importe du moment dans l'histoire.
La magie des nombres. Et c'est là que ça commence à être un peu plus compliqué. La magie des 22 premiers nombres, en gros, c'est une espèce de numérologie. On a les descriptions de chacun chiffre, autant côté positif que côté négatif. Mais je crois que qu'ils disent un peu comment piger ces nombres-là, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Nombre et alphabet, parce que évidemment, chaque lettre est reliée à un chiffre. Et tout dépendant si on veut l'encoder ou pas, ben là, des fois, on peut commencer à aller un petit peu plus complexe là-dedans. Parce que on a aussi l'alphabet hébreu qui est compté là-dedans. Ici, ça, c'est plus notre alphabet à nous, l'alphabet latin. Et là, il parle des carrés magiques. La magie des nombres et ondes nocives. La magie magie et rêve, pardon. La magie hermétique. La Wicca. C'est vraiment magie Wicca. C'est vraiment bizarre. Ça se dit vraiment pas comme ça. Donc, la tradition Wicca, les différentes traditions de la Wicca, parce que oui, la Wicca, c'est pas un tout, il y a différentes traditions dans la Wicca. Si vous voulez avoir plus d'informations, j'ai fait un direct Twitch il y a environ 2 ans sur la Wicca. Vous pouvez regarder aussi sur YouTube, la vidéo, elle est là. Elle est plus courte parce que j'ai quand même fait un léger montage. Donc, ça explique vraiment tout ce que c'est la Wicca, à quoi ça sert, les différentes traditions, c'est quoi les pratiques, si ça vous intéresse. Bon, les différentes traditions, les filtres. Ouh. C'est pas simplement les filtres d'amour, il y a différents types de filtres. La pierre philosophale. C'est quoi la pierre philosophale? Parce que oui, on entend parler d'Harry Potter, mais je peux pas dire qu'elle a vraiment existé. Mais d'un autre côté, disons que l'histoire de la pierre philosophale est quand même assez très vieille. Ça vient de l'alchimie et c'était l'espèce de but ultime pour l'alchimiste parce qu'elle pouvait, c'est un élixir de longue vie et en même temps, en fait, c'était pas nécessairement une pierre, mais c'était une façon de désigner l'élixir de longue vie ou l'espèce d'élixir qui permet de guérir tout, en fait, de guérir tous les maux. Le four cosmique, c'est une espèce de processus alchimique. Moyen pour fabriquer la pierre occulte. C'est sûr que c'est facile de dire moyen pour la fabriquer quand il y a beaucoup d'alchimistes qui ont affirmé l'avoir fabriquée, mais ils sont morts aujourd'hui. Tant qu'à moi, ça parle beaucoup. Procès pour sorcellerie, ça, il doit y avoir beaucoup de pages parce que oui, il y en a eu beaucoup. Ça a été quand même assez épouvantable. Là aussi, si vous voulez avoir plus d'informations, j'ai fait une vidéo sur l'Inquisition. La régression cosmique, je peux pas vraiment vous expliquer ce que c'est. C'est assez... Désolée, je sais pas. Le sabbat, qui est une espèce de fête en magie. Les saintes écritures et la magie, parce que oui, c'est pas parce que c'est des écritures catholiques ou d'autres religions qui bannissent la magie puis la sorcellerie que nécessairement on s'en sert pas en magie et en sorcellerie. Souvent, c'est une bonne façon de combiner nos croyances profondes et les pratiques ancestrales de notre famille, de nos grands-mères, ou se rajouter des pratiques. Parce que si on veut guérir, on peut se servir de la magie pour guérir. Mais si on veut, comment je peux dire, rendre ça un petit peu plus catholique, ben c'est possible de se servir du nom des saints, du nom de Jésus-Christ et des saintes écritures pour pouvoir faire notre travail magique. La sorcière, les sorcières de Salem. Oups. Ah ouais. La magie sympathique, sympathie universelle, en gros, c'est tout est lié. Si on veut soigner une maladie, que
J'essaie de trouver un exemple assez rapide. Euh, Par exemple, il y a une plante qu'on trouve que sa feuille ressemble un peu à un poumon. Ben, on va dire que par magie sympathique, elle soigne les poumons. Ça marche pas comme ça, mais cette façon de travailler avec la magie, elle existe depuis quand même très, 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 très longtemps. C'est une croyance d'il y a vraiment, mais vraiment très longtemps. Le tarot, les différents types de tarot, avec toutes les définitions de chaque carte de tarot. Il y en a différents types, hein. Il y a le tarot de Marseille, il y a puis tous les tarots ensemble, parce que lui ici, il parle du tarot d'Étéla. Tous les tarots sont pas pareils, sont pas équivalents. C'est vraiment une question de préférence, le fait de savoir quoi s'en servir. Puis ici, il parle de méthode de divination avec ce type de tarot-là. Les Vestales de Rome, eux autres, c'était des prophétesses, si ma mémoire elle est bonne, de mythologie. Et là, on tombe dans la section des remèdes, recettes et potions magiques. Là, on tombe dans la section intéressante pour, pour la majorité des personnes qui prennent ce genre de livre-là. J'ai un petit problème de caméra. Je vais juste ça, OK. Et voilà, bon, c'est un petit peu mieux. Donc, à la base des plantes, c'est sûr que autant si on veut se préparer un vrai médicament, les plantes, ils sont quand même majoritairement utilisées, même si on s'en rend plus compte vraiment aujourd'hui. Mais ici, bon, il parle des plantes magiques. En gros, c'est certains types de plantes qui vont nous permettre d'avoir un résultat X. Les essences, en gros, c'est une façon de réduire la plante avec des procédés alchimiques qui permet d'avoir une espèce d'essence de plante, essence de lavande, essence de vanille. C'est plus concentré. Et voilà. Le moment astral, parce que oui, on dit que des fois, les plantes, autant les cueillir que les traiter, il y a des moments dans l'année dans l'année, je veux dire, tu sais, comme de jours, d'heures qui sont préférables. Euh, Moment astral. Ah, ça dit que ça provoque des faits psychiques. D'accord. Les plantes et leur pouvoir, bon, on en parle de quelques-unes ici, dont l'absinthe qui écarterait les ondes négatives. Est très amère, mais elle ne fait pas juste ça. Il faut faire attention avec l'absinthe. C'est pas légal partout d'ailleurs. Oups. Il y a une petite publicité. Je vais en profiter pour ranger ma petite abeille. Et voilà. Et prendre une gorgée d'eau. Allô, Diego. Là, j'ai de la visite. Bon. Reviens-tu te coucher? Reviens-tu te coucher? Oh. Oh, beau dadou. Je vais essayer de montrer le livre du mieux que je peux avec un chat à côté. Je disais donc. Ah oui, les types de plantes et leur pouvoir. Bien sûr. Donc, il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a aussi des fines herbes. Dans les plantes et tout, il y a l'ail, il y a l'aune, le basilic, le bouleau, le buis, la camomille, la cannelle. Il y en a quand même plusieurs. Là, Diego, tu fais de l'ombre un petit peu. Ah, Dado, tu te couches-tu? Couche-toi. Bon. Et voilà, il y en a quand même plusieurs ici. Et voilà, la mélisse, le mûrier, le romarin. Ils sont en ordre alphabétique si c'est quelque chose
C'est quelque chose que si vous faites des recherches, mais il y a toujours l'index à la fin. Le sapin, etc. Les remèdes druidiques. Ça dit que, bon, il y a les remèdes druidiques avec les différents types de mesures. Le talent. Hein? Voilà. Il m'amène le poil. Ça dit que dans les vieux manuels, il y a des mesures différentes. En fait, on l'apprend beaucoup en pharmacie aussi parce que malgré que ça a évolué, parce que là, il y a des grains versus les grammes, les livres anciennes, les onces et tout, si on veut, les onces, je veux dire, de poids et non pas des onces liquides. Donc, il y a un peu de mesures ici qui étaient utilisées anciennement. Donc, la préparation des plantes, on a le séchage, la conservation des plantes. C'est quoi un cataplasme? Une décoction, une infusion, une macération. C'est tous des vieux termes de pharmacie. La tisane. Ici, on a la durée et l'efficacité des préparations. Donc, ça dit qu'aussitôt qu'on les a faites, il faut les consommer dans les 5 jours. Sinon, la plupart des principes actifs disparaissent. Ou ça pourrait peut-être devenir comme plus toxique. Ça nous rendre malade. On a aussi des proportions. C'est-à-dire, une verre à tisane équivaut à 150 grammes de plantes sèches, une tasse à café, un verre à Bordeaux. Ah ouais. Une cuillerée à café, à dessert et à soupe. C'est toujours pratique quand on a une recette, on veut la suivre. Puis là, ça dit que c'est 15 grammes de plantes sèches et on n'a pas de balance. Donc, des fois, ça peut nous aider. Le guide des mots et des remèdes. Il y a l'abcès. Pour l'anémie, l'angine, les aftes, l'anxiété, ça parle de valériane pour l'anxiété. La perte d'appétit, l'asthme, la bronchite, les brûlures. Et là encore, là, c'est des vieilles recettes. Hein. Ici, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est... je vous dis, renseignez-vous avant de faire quoi que ce soit puis de le consommer. Des fois, ça pourrait être dangereux. Les calculs biliaires et urinaires, ça parle de... on prépare une décoction de chicorée. 30 grammes de racines pilées pour 1 litre d'eau qu'on va boire une tasse avant les repas. Ah. Ou le chien-dent, ou le fenouil, ou du fumeterre, de l'ortie pariétal. Il y a quand même... là, j'explique pas tout comment ça fonctionne, mais il y a quand même pas mal de choses. La cellulite, ah ouais, la vigne rouge ou la vigne sauvage. Chute des cheveux, circulation sanguine, les coliques, conjonctivite. Il y a quand même beaucoup de choses, là. Contusion, coqueluche, cystite, les corps, courbatures, mal de dents. Se frotter les dents avec du tabac d'Espagne en poudre. Ah. D'accord. Mastiquer des feuilles d'achillée pour la dépression. Et, genre, tu sais, comme, je les nommerai pas tous, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quand même intéressant à voir. On voit, tu sais, les vieilles recettes de grand-mère, là, sont là. On a jusqu'à la gale. Ah, mal de gorge. Faire cesser les hémorragies, on prépare une infusion de bouse à Pasteur. Bourse à Pasteur. Pas de la bouse. Disons que si y a une hémorragie, c'est pas le temps de préparer une infusion, c'est le temps de se rendre à l'hôpital. Ben, tout dépendant la gravité de l'hémorragie. Mais bon, là, OK, l'insomnie. Il y en a quand même beaucoup pour l'insomnie d'ailleurs. La jaunisse, migraine. Il y en a quand même beaucoup de choses. Voilà. Je tourne les pages. La surdité, quoique certains gars qui n'auraient besoin de celle-là. Mais ça, c'est de la surdité volontaire. Et là, on tombe dans les remèdes égyptiens. Pour avoir beaucoup d'enfants, séchez un scarabée, réduisez-le en poudre et buvez la poudre dissoute dans l'eau. Ah, ça ressemble pas mal à ce que j'avais vu dans le musée. Moi, je le ferai pas.
Euh, pour arrêter les hémorragies externes, appliquez de la poudre d'hématite sur la blessure. Récupérer ses forces, laissez macérer dans l'huile les grains de fenugrec broyés et séchés. Pour les yeux, piqûres d'insectes contre les problèmes vaginaux, pulmonaires, pour calmer les enfants nerveux. Donnez une décoction de graines de pavot. C'est sûr que ça va y calmer. Euh, les douleurs d'estomac, les hémorroïdes et pour rafraîchir. Les caries. Utilisez de la poudre d'encens ou bien une poix pétrie avec de la jusquiame selon les doses homéopathiques car elle est toxique. D'accord. Et voilà. Les aphrodisiaques. On a quelques exemples ici d'aphrodisiaques et comment s'en servir. Là, j'ai-tu encore un problème de... Oh. Ah, OK. On a les aphrodisiaques ici. Regarde, par exemple, pour faire danser une fille nue en chemise, prenez de la marjolaine sauvage, de la franche marjolaine et du thym sauvage, de la verveine, des feuilles de myrte. Myrte, c'est pas de la myrte? De myrte avec 3 feuilles de noyer et 3 petites souches de fenouil. Tout cela étant cueilli la veille de la Saint-Jean, au mois de juin, avant soleil levé. Il faut les faire sécher à l'ombre, les mettre en poudre et les passer au fin tamis de soie. Et lors d'un joli badinage, il faut souffler cette poudre en l'air à l'endroit où est la fille, en sorte qu'elle la puisse respirer. Je pense qu'une petite erreur de traduction ici. Ou lui faire prendre en guise de tabac. Et l'effet suivra de près. Un fameux auteur ajoute que l'effet sera encore plus infaillible si cette expérience gaillarde se fait dans un lieu où il y a des lampes allumées avec de la graisse de lièvre ou de jeunes boucs. Là, on voit que j'aurais tendance à dire de ne pas essayer ça. Essayez pas ça. À base d'animaux, les filtres d'amour. Juste un exemple, volaille. Le premier vendredi de la nouvelle lune, il faut avoir un couteau neuf et aller dans un lieu où il y aura de la verveine. Vous vous mettrez à genoux, face tournée vers le soleil levant et coupant la dite herbe. Avec le couteau, vous direz ces paroles. Je te cueille, herbe puissante, afin que tu me serves à ce que je voudrais. Puis vous vous lèverez sans regarder derrière vous. Étant dans votre chambre, vous la ferez sécher. Il faut avoir un cœur de moineau, un cœur de poulet, un cœur de pigeon et du sang de lièvre, le tout dans un vase propre et net. Euh. Faire sécher le tout. Et étant bien sec, vous le réduisez en poudre et à la personne dont vous souhaitez l'amour faire boire ou manger cette poudre, observez si c'est un homme. Il faut donner des cœurs mâles et à une femme des femelles. Ah, c'est dégueu. Faites pas ça. Bieux. Non, 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 non. Et voilà. Et là, ici, on a les aphrodisiaques. Là, on tombe dans le lexique. En gros, le lexique, c'est toutes des définitions de mots qui ont été utilisés au courant du livre. Si vous ne savez pas c'est quoi, ben le lexique est très, très, très intéressant pour pouvoir vous informer au lieu d'utiliser Internet. Voilà. Et on a l'index. Si vous faites des recherches, vous voulez avoir plus de... vous voulez avoir, par exemple, partout où est-ce qu'il nomme Paracels, mais on a toutes les pages ici qui le mentionnent. Et voilà, ça se termine comme ça. On a la table des matières à la fin. Oups. Les crédits photographiques. Des notes si on veut rajouter des choses intéressantes au contenu du livre. Et voilà. Oups.
C'était l'encyclopédie de la magie, des éditions de Veki, avec tout plein d'auteurs qui ont contribué à cet ouvrage-là. C'est quand même un gros livre, très, très, très intéressant à lire. Je dirais, au niveau de l'apparence, en fait, c'est facile de faire des recherches parce que c'est très, très, très style dictionnaire. Mais de l'autre côté, il y a un peu de tout sans aller vraiment en profondeur. Euh, c'est ça, tu sais, c'est comme très, tu sais, comme monotone. Oui, il y a des images, mais tout est dans les tons de brun. Voilà. Mais le livre est quand même très intéressant si vous voulez vous renseigner un peu plus sur le domaine de la magie, des différents types de pratiques et de l'histoire et des anciennes pratiques. Je vous recommande pas de faire ce genre de pratiques-là.